Pour cette première partie de cours, on va se poser la question, ignorer ses devoirs, est-ce un bon moyen d'y échapper? Grand A, l'erreur n'est pas la faute. On pourrait commencer par contourner le problème en ignorant notre devoir. Ne sachant pas ce que l'on doit faire, on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait. Ainsi, en ne consultant pas Pronote, je ne peux pas savoir qu'il y a un DS de philosophie prévu demain. Et par conséquent, l'ignorance semble pouvoir nous exempter de toute responsabilité morale et donc par conséquent de tout devoir. Il faut rappeler ici la distinction qu'on avait déjà vue entre l'erreur, qui est se tromper involontairement sans le faire exprès, et la faute, qui est enfreindre la règle en ayant conscience de le faire. Néanmoins, l'ensemble du système juridique repose sur un adage qui est nul n'est censé ignorer la loi. Cela signifie qu'en cas d'accusation ou de procès, par exemple, personne ne peut se défendre en disant qu'il n'était pas au courant que cette loi existait. Par exemple, je ne peux pas me défendre d'être passé au feu rouge en disant que j'ignorais que lorsque le feu passait au rouge, je devais m'arrêter. Il n'est donc pas possible d'échapper à son devoir si le devoir est compris au sens de loi politique. Mais qu'en est-il sur le plan du devoir moral? Est-ce qu'on peut dire que nous avons chacun nos propres exigences morales que nous nous posons à nous-mêmes? Cette définition est problématique, dans la mesure où alors le devoir se confondrait avec le désir et la volonté. Or, dans le devoir, il y a l'idée d'empêchement, de contrainte, même si on peut adhérer à cette contrainte. Le devoir ne peut donc pas se confondre avec le désir et la volonté. Rappelons ici un repère qu'on avait déjà vu et déjà écrit, celui de contrainte et obligation. La contrainte, c'est ce qui s'oppose à ma liberté sans que je donne mon consentement lorsque l'obstacle est extérieur. L'obligation, c'est ce qui restreint ma volonté, mais je suis d'accord pour respecter cette loi. Le devoir moral, c'est alors le respect de règles implicites, de coutumes. Le problème, c'est que comme elles sont implicites, comment s'assurer de les connaître? Précisément parce que le respect de ces devoirs culturels est une marque d'intégration au groupe. On n'attend pas particulièrement de devoir d'un touriste qui va visiter notre pays, par exemple. On va juste se contenter de lui qu'il respecte la loi. Néanmoins, ne peut-on pas trouver un fondement commun aux devoirs qui garantisse que chacun en a bien connaissance? Cela nous amène au grand B, le devoir a un fondement rationnel. On va revoir la théorie de Kant dont on avait déjà un petit peu parlé dans le chapitre précédent portant sur la justice. Kant disait que pour fonder une morale universelle, la seule solution, c'était qu'elle repose sur la raison. C'est ce qui le pousse à formuler l'impératif catégorique, c'est-à-dire une loi, une règle qui est valable en toutes circonstances. À partir de là, on peut en déduire que le devoir, chez Kant, consiste à suivre cet impératif catégorique. Ce devoir a une valeur pour lui-même, il est sa propre fin, il ne vise pas un intérêt extérieur. Par exemple, si je fais mon devoir de citoyen en allant voter, je le fais pour moi-même et non pas en espérant obtenir une faveur de la personne que je vais élire. L'impératif catégorique a donc une valeur de principe. Je vous laisse compléter dans votre fiche repère les trois définitions suivantes. Principe, cause, fin. Le principe, c'est un élément indémontrable qui sert de fondement à la réflexion. La cause, c'est ce qui précède un phénomène et engendre un effet. Et enfin, la fin, sans jeu de mots, est le but visé, le moment où ce but est atteint, autrement dit le terme. Revenons à Kant. Il nous dit que puisque le devoir est fondé sur la raison, il nous est alors impossible de l'ignorer. Lorsque nous n'accomplissons pas notre devoir, nous en avons forcément conscience. On ne fait pas son devoir en vue d'autre chose. Par exemple, je ne fais pas mon devoir de philo en vue d'augmenter ma moyenne ou en vue de faire plaisir à la prof. Je le fais pour moi de façon désintéressée. C'est un acte pur dans ce cas, au sens où il n'est pas soumis à un autre but que lui-même. Ainsi, agir par devoir, c'est parfois sacrifier son intérêt personnel parce que l'on suit le comportement qui devrait être universalisable. Kant va alors montrer qu'il ne faut jamais mentir,
si on enfreint la loi, même si on est dans un cas extrême qui serait le gouvernement de Vichy et que la loi que j'enfreins, ce serait de cacher des personnes juives chez moi. Donc il faut absolument, en toutes circonstances, toujours suivre la règle. La capacité d'accomplir son devoir, enfin, au-delà des intérêts personnels, c'est ce qui fonde, selon Kant, la dignité humaine. Je vous laisse quelques instants pour lire ce texte extrait de la Critique de la raison pratique. On arrive au terme de cette première partie. En guise de transition, on peut dire que faire son devoir, c'est donc suivre le commandement de la raison qui nous permet d'agir conformément à une norme de comportement universalisable. En ce sens, il est impossible d'ignorer son devoir. Si nous agissons ainsi, c'est que nous n'assumons pas nos responsabilités, et c'est donc déjà ne pas accomplir son devoir. Mais ce dernier s'oppose-t-il nécessairement à mon intérêt personnel? C'est ce qu'on verra dans la partie suivante.